Salut à tous les fans des pros de la souris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder une nouvelle leçon, on va avoir des nouvelles thématiques, mais qui a été demandée depuis longtemps par beaucoup de fans. On va parler aujourd'hui de la carte graphique et des jeux vidéo. Alors, j'ai beaucoup de gamers là, merci à vous, hein. Il y en a beaucoup qui sont sur la chaîne YouTube et puis sur le site, qui visitent régulièrement nos vidéos, donc je les remercie chaleureusement. Et on me demande souvent de faire une vidéo sur la carte graphique. Alors bon, je l'ai abordé plus ou moins dans des petites parties des leçons précédentes ou des vidéos précédentes, mais là on va s'attarder bien comme il faut, on va décortiquer un petit peu le fonctionnement de la carte graphique, et puis je vais vous parler des jeux vidéo aussi, comment on fabrique rapidement un petit jeu. Je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas un expert dans les jeux vidéo, mais je vais vous donner, partager avec vous les connaissances que j'ai dans ce domaine-là. Alors, dans une vidéo précédente où j'ai fait un petit guide d'achat de fin d'année 2012, je parlais un peu des cartes graphiques, donc je vous invite à aller le revoir ou le voir pour avoir une petite idée sur ma petite sélection, hein. J'ai fait ma petite sélection à moi, donc voilà, selon mes critères à moi. Vous pouvez aller voir et choisir par exemple votre carte graphique pour un PC de bureau, hein. Pour les PC portables, c'est un peu plus compliqué, on le verra par la suite dans la leçon. Alors, on va commencer toujours par un bref rappel, et ce bref rappel va concerner l'ordinateur. Hein, donc on a fait dans les leçons précédentes, dans la leçon des composants de l'ordinateur, on a parlé du processeur, de la RAM, quel était leur rôle dans l'ordinateur, et on a dit qu'il fallait au moins un processeur, une RAM, pour qu'on puisse appeler quelque chose un ordinateur, pour que ça puisse faire des traitements. Alors il y a d'autres choses bien sûr, mais je simplifie au maximum. Alors, pourquoi je vous parle de l'ordinateur? Parce que tout simplement, la carte graphique, c'est un ordinateur dans l'ordinateur. Hein, elle aussi, on le verra par la suite, elle est constituée par son propre processeur et sa propre mémoire, qui sont dédiés au calcul graphique. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé avant. Il fallait bien qu'on rentre dans les détails du processeur, de la RAM et des autres composants pour qu'on puisse déjà comprendre d'une manière globale qu'est-ce qu'un ordinateur. Et là, on va aborder sereinement la carte graphique. Normalement, en théorie, on doit savoir ce que c'est qu'un processeur, comment il marche, une RAM ou une mémoire vive, comment elle marche, quels sont ses principes de fonctionnement et pourquoi on l'utilise dans un ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de panique, allez-y, j'ai des leçons qui parlent du processeur, de la RAM et des autres composants de l'ordinateur. Donc je vous invite... on va dire, à les revisionner ou à les visionner pour essayer d'avoir une idée sur ce qu'on va parler. Alors, premièrement, qui dit carte graphique va dire jeu vidéo 3D. Je vais parler des jeux vidéo 3D parce que les jeux 2D, en général, ça ne consomme pas beaucoup de ressources, donc on peut les utiliser avec le processeur normal et avec les ressources, on va dire, classiques du PC. À savoir que la carte graphique, au début, en fait, on a rajouté un composant pour aider les ordinateurs à faire tourner certains jeux. Les jeux, ça devient de plus en plus gourmand. Donc à une période, on n'utilisait que, à une certaine période, on n'utilisait que les ressources qui existaient déjà sur le PC. Sauf que quand les jeux deviennent de plus en plus riches en matière d'environnement, de graphisme, etc., où les écrans se sont élargis, se sont agrandis, donc l'image aussi, ça demande beaucoup plus de ressources pour faire fonctionner ces jeux-là. Et du coup, le business a été ouvert pour ces cartes graphiques. Mais bien avant, hein, on utilisait les supercalculateurs, par exemple, pour faire des traitements graphiques ou pour faire des simulations, des choses comme ça. C'était
c'était pas grand public, c'était professionnel, à usage professionnel. C'est les jeux vidéo quand ils sont rentrés dans l'ordinateur et quand ils se sont développés dans cet ordinateur qu'ils ont ouvert la route à ces cartes graphiques et aujourd'hui, c'est devenu quasiment un produit incontournable. Alors, jeux vidéo, bon, tout le monde a joué à un jeu vidéo sur PC. Bon, sur console, c'est la même chose, hein. La console, c'est par définition, c'est un ordinateur aussi. Mais bon, on va se consacrer sur les PC, puisque nous, là, on maîtrise un petit peu les PC, donc on va rester dans le domaine des PC. Voilà, un jeu en 3D, on a dit, c'est un environnement d'abord, donc un décor qui est modélisé en 3D. Dans ce décor, on va placer des objets et on va placer des caméras, des lumières, des effets et on va animer le tout et ça sera un simulateur en temps réel. C'est là où est la difficulté des jeux vidéo. C'est-à-dire, avec un ordinateur pour générer par exemple une image de synthèse, il nous faut 2 secondes. Mais pour jouer à un jeu vidéo en temps réel, il nous faut générer minimum 25 images par seconde, pour avoir l'impression que le jeu est fluide et réel. Hein, vous imaginez, vous conduisez une voiture, par exemple, un jeu de course, et le temps que la simulation se fasse, il y a un décalage de 1 à 2 secondes. Alors, entre quand vous appuyez sur un bouton et la voiture elle tourne, il y a un décalage. Et ben ce temps de latence va rendre le jeu quasi inutilisable, quasi injouable. Du coup, on a quelques contraintes, ou on a beaucoup de contraintes en matière de jeux vidéo, comme on va le voir par la suite. Alors les jeux vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel informatique, comme tous les autres logiciels que vous utilisez, sauf qu'ils vont utiliser beaucoup plus, on va dire, les ressources graphiques, puisqu'ils vont afficher des images, mais pas que des images, ils vont afficher aussi des sons et d'autres choses. Alors, on part souvent d'une histoire ou d'un scénario, pour que le jeu ait un but, pour que ce soit cohérent dans l'ensemble, mais on peut dire d'une manière plus simple et simplifiée que les jeux vidéo en 3D se composent de plusieurs éléments. Et là, on va voir quels sont ces éléments qui composent les jeux vidéo. Premièrement, on a les éléments géométriques. Hein, tous, vous connaissez, vous voyez, quand vous voyez des voitures, ou je sais pas, des monstres, des personnages, ou des bâtiments, etc. Ces choses-là, ce sont des éléments géométriques qui ont été assemblés, qui ont été créés préalablement, on verra tout à l'heure comment, et qu'on a intégrés dans ce jeu. Donc ces éléments géométriques, on peut les réduire à leur simple appareil, c'est-à-dire des points. En fait, on commence par le point. Le point, voilà, dans les mathématiques, ça définit, il a des coordonnées. Bon, bien sûr, il n'a pas de dimension, mais il a des coordonnées, il est localisé à tel ou tel endroit. Ensuite, on a ce qu'on appelle les arêtes. Les arêtes, c'est la jonction entre deux points. Ces arêtes vont former, on va dire, les côtés de quelque chose. Et il nous faut 3 points et 3 arêtes pour former au moins une surface. On peut dire qu'un polygone aussi peut former une surface, mais il nous suffit seulement, on n'a besoin que de 3 points par exemple, pour faire une surface. Là, on verra aussi que c'est très important dans les jeux vidéo. Et une fois qu'on a notre surface, on peut rassembler plusieurs surfaces pour construire un volume. Voilà, donc ça, c'est les éléments géométriques qu'on doit créer, ou que les éditeurs de jeux vidéo doivent créer et injecter dans ces jeux vidéo pour qu'après, on puisse faire le rendu de ces choses-là et les voir en 3 dimensions et interagir avec ces choses-là. Alors là, c'est la première partie. La deuxième partie, on a des éléments graphiques, des photos si vous voulez. En général, c'est des textures. Donc c'est des textures qu'on va plaquer sur nos volumes, sur nos surfaces, qui vont donner l'illusion que telle ou telle chose est faite de tel ou tel matériau ou qu'elle a tel ou tel aspect. Donc ça, c'est très important, les éléments graphiques. Ensuite, on a, pour faire, on va dire, l'ambiance et rajouter de l'immersion, on va dire, dans ce jeu-là,
on ajoute la musique, les bruitages, les doublages, etc. Donc aujourd'hui, quand on joue à un jeu, c'est quasiment un film. Ah, vous avez les bruitages, la musique de fond, le thème de musique, les doublages avec des grands acteurs, etc. Tout ça participe à l'immersion dans le jeu vidéo. Alors tous ces éléments-là, pour que ça soit cohérent, ils ont besoin de la programmation. On a dit que c'était un logiciel, le jeu c'était un logiciel, c'était un programme informatique, donc il y a le mot programmation. Et cette programmation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, on va dire, ce sera le squelette qui va porter tous ces éléments et les faire bouger ensemble. Bien sûr, cette programmation va nous permettre de faire du rendu et de l'animation 3D. On a vu que tous ces éléments géométriques, il fallait faire le rendu, c'est-à-dire les sortir d'une manière propre ou dans un style bien défini, et les animer. Il faut un programme pour animer la voiture. Par exemple, on a une voiture, les roues, elles tournent comme ça, la voiture, elle se déplace comme ça. Quand il y a, je sais pas moi, une porte qui s'ouvre, elle doit s'ouvrir comme ça, etc. Toutes ces animations doivent être intégrées par programmation préalablement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la physique, intégration de la physique. Alors la physique, c'est quoi? C'est quand vous jouez à un jeu, par exemple, il y a une explosion, il y a des débris qui sont jetés, ou quand il y a de l'eau qui coule, ou il y a un drapeau qui flotte avec le vent, ça simule les effets physiques. Et là, on a besoin aussi de les faire par programmation, de créer, par exemple, la gravitation, de créer la consistance, la viscosité de certaines choses, de créer les interactions. Quand, par exemple, on a une collision entre deux choses, il y a une déformation, il y a des choses qui se passent. Tout ça est géré par la programmation, ce qu'on appelle la physique. On a aussi le mixage, bien sûr, par programmation, on fait le mixage. Quand on a une arme à feu, on tire, on entend le bruit de la douille qui tombe, etc. C'est ce bruit ou ce son a été généré à tel moment parce qu'il y a eu telle action, et tout ça, ça fait partie du travail de mixage dans la programmation. Quand on va faire, on va dire, ce sera le chef d'orchestre qui va dire, le programme va faire le travail d'un chef d'orchestre. Il va dire à telle musique ou tel bruit ou telle chose de se lancer à tel ou tel moment du jeu. On a aussi l'aspect multijoueur. Aujourd'hui, pratiquement tous les jeux proposent cet aspect multi, où on peut jouer soit en LAN, c'est-à-dire réseau interne, ou sur Internet, en collaboration, ou contre des gens, contre un adversaire. Et tous ces éléments-là, une fois qu'ils sont ensemble, on va dire, qui fonctionnent tous ensemble, vont nous créer ce qu'on appelle le simulateur 3D en temps réel. Et nous, on va interagir avec ce simulateur à travers la manette, le clavier, pour aller marcher dans notre simulateur, faire des choses dans notre simulateur. Et tout ça, ça doit être en temps réel, c'est-à-dire avec le minimum de latence possible. Alors, on peut créer ça, on voit qu'il y a plusieurs compétences dans le jeu vidéo. Il y a des gens qui vont faire de la modélisation, ces éléments graphiques. C'est les gens qui vont créer les décors, qui vont créer les personnages, etc. Il y a des gens qui vont manipuler l'aspect graphique, la charte graphique, c'est-à-dire mettre les textures, les couleurs, les ambiances. Il y a des gens qui vont créer les musiques, faire les bruitages, et puis il y aura des programmateurs qui vont programmer tout ça pour que ce soit, on va dire, pour qu'il y ait le fun, pour qu'on puisse avoir un produit ludique de qualité. Mais si à chaque fois on est obligé de partir à zéro, de tout réinventer, on perd un temps fou. Alors, imaginez quelqu'un ou dans une usine on construit des voitures, mais avant de construire la voiture, il faut construire le marteau, la clé de 12, je sais pas moi, tous les outils qui vont avec. Et ben on perd un temps fou. Alors les concepteurs de jeux vidéo préfèrent se concentrer exclusivement sur la création du jeu et d'utiliser les outils qui existent. Et là on va voir. Il y a plusieurs outils qu'on utilise dans le jeu vidéo. Alors pour tout ce qui est éléments géométriques, comme on avait parlé là un peu en avant, on a les logiciels de modélisation et d'animation 3D. Il y en a plusieurs logiciels plus ou moins professionnels, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont super chers.
Donc voilà, moi je vous montre juste un échantillon et puis après peut-être on fera une petite démonstration. Alors, on a 3D Studio Max, le logiciel d'Autodesk, qui est très bien dans les jeux vidéo, qui nous permet de faire de la modélisation et puis de l'animation et même du rendu. Donc un logiciel que j'ai eu l'occasion d'utiliser, qui est pas mal et que j'aime beaucoup, moi. Alors on a aussi une autre référence dans le domaine des jeux, c'est Maya, qui est très bien dans tout ce qui est animation, bien sûr modélisation aussi, mais qu'on l'utilise beaucoup dans les animations. Et puis on a un autre logiciel qui est utilisé quand on a, on va dire, des objets organiques ou des monstres ou des choses comme ça qui sont un peu compliquées à faire. Et ben on va les sculpter avec ZBrush, qui est un logiciel qui permet de sculpter des objets ou des choses qu'on va intégrer par la suite dans les jeux vidéo. Je l'ai tâté un petit peu, c'est un très bon logiciel, il faut être un peu artiste sur les bords hein, pour créer des choses, on va dire bien, mais quelqu'un par exemple qui fait de la sculpture sur, je sais pas moi, sur pâte ou sur autre chose ou sur des supports physiques peut facilement créer des choses très bien sur ordinateur avec ZBrush. Alors, les éléments graphiques, hein, tout ce qui est photo, texture, etc., et ben, par excellence, on a un logiciel de traitement et de retouche photo qui est professionnel, que je présente plus, c'est Photoshop. Adobe Photoshop, donc qui est un logiciel qui est complet pour tous ceux qui touchent à l'image. Hein. Peut-être que je vous ferai un jour une vidéo sur ce logiciel. Alors ensuite on a les éléments audio et là c'est carrément un studio, hein. On a un studio d'enregistrement où on va faire les doublages, on va faire les bruitages, on va tout mixer, etc. Et puis pour la partie programmation, et c'est là où on a le plus grand gain de temps, c'est avec des logiciels, et ces logiciels c'est ce qu'on appelle les moteurs de jeu. Alors, ces logiciels vont gérer toute la partie rendu, animation 3D, toute la partie programmation. Au lieu d'écrire tout un programme de zéro, on n'utilisera que des scripts. Hein. Des scripts, c'est des petits bouts de programmes qui sont simplifiés, qui s'exécutent dans un environnement et qui permettent d'arriver à des résultats satisfaisants avec une contrainte, on va dire, moindre en termes de temps ou d'investissement logiciel, on va dire. Bref, donc ce moteur de jeu va s'occuper de la partie rendu animation 3D, va s'occuper de la physique, va s'occuper du mixage, va s'occuper du partie multijoueur. Donc il va gérer pratiquement toutes ces parties-là, la luminosité, etc., les effets visuels, etc. Tous ces éléments-là vont être gérés par ce moteur-là. L'avantage, c'est que on délègue tout ça à une firme qui développe que ce logiciel, hein, qui le met à jour régulièrement, donc plus problème de bugs ou très peu de bugs, et puis un gain de temps parce que les outils sont là, on n'a qu'à se servir pour les placer et les utiliser. Tous ces logiciels-là, c'est des logiciels professionnels, donc il faut avoir un certain niveau, il faut les maîtriser, c'est un apprentissage qui va durer plusieurs années pour vraiment être à l'aise dans tous ces environnements-là. Exemple de moteur de jeu, on a Unreal Engine, on a le Cry Engine, on a par exemple aussi Unity. C'est des moteurs de jeu hein, qui peuvent faire un travail. Et je vous montrerai tout à l'heure, on va faire après une petite démonstration avec Unity. Alors, moteur de jeu. Donc on va prendre par exemple le cas d'Unreal. Donc ce moteur, par exemple, il va nous faire fonctionner certains jeux. Et ces jeux, vous les connaissez tous, hein, vous les avez vus, vous avez joué à ces jeux-là, par exemple, comme Mass Effect, par exemple, Batman Arkham City ou Gears of War. Tous ces jeux-là ont été créés dans ce moteur hein, de jeu. Et vous voyez la qualité, le résultat, la finesse, voilà. Donc ça vous donne une idée à peu près du calibre de
ce moteur de jeu. Bien sûr, ils sont hors de prix. Les moteurs de jeu professionnels, dernier cri, ils sont hors de prix. Hein, c'est pas pour vous et moi, c'est pour vraiment un grand studio qui va développer un grand jeu, qui va acheter plusieurs licences, voilà, de ce moteur et qui pourra le faire tourner correctement sur des ordinateurs comme il faut, avec des équipes, avec voilà tout un schmilblick derrière. Bon, on a aussi le Cry, qui vous connaissez tous avec les jeux comme Crysis, comme Far Cry, et comme Sniper. Voilà, c'est des jeux qu'on a joués, qu'on aime bien. Le Crysis 3, je crois qu'il va sortir en mois de février. Donc, vous allez sur le net, vous regardez ou sur le site du jeu, vous allez voir les dernières vidéos, vous allez voir avoir une idée du calibre de ce moteur de jeu. On a aussi id Tech, hein, qu'on connaît avec la série Doom, Quake, et puis plus récemment avec Rage, hein, l'excellent jeu Rage. Donc voilà, c'est juste là, je vous brosse un petit tableau pour que vous puissiez un peu voir qu'il y a plusieurs moteurs de jeu. Il y en a une pléthore, hein. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont un peu moins bons, etc. Sauf que chaque type de jeu on va dire, est compatible avec un moteur de jeu. Hein, donc tous les moteurs de jeu vont pas convenir à tous les jeux et à toutes les plateformes. Alors voilà, après c'est à nuancer selon ce qu'on veut faire. Et nous, on s'attardera sur Unity. Je vous montrerai un peu comment on fait, malgré que je ne sois pas un professionnel. Je le dis et je le répète, je ne suis pas un professionnel des jeux vidéo, donc je ne crée pas des jeux vidéo. Alors, on va faire quelques travaux pratiques et je vais vous montrer un petit peu quelques logiciels. Hein. Premièrement, je vais vous montrer un logiciel de modélisation et d'animation 3D. Hein, en l'occurrence, c'est 3D Studio Max. Je vais juste vous montrer l'interface et comment on crée un objet rapidement. Après ces objets-là, on peut les intégrer dans notre jeu. Alors voilà, vous avez 3D Studio Max. Donc, vous pouvez prendre une version de démonstration pour juste tester. Il y a d'autres versions aussi qui sont allégées, qui nous permettent de créer des choses assez simples et assez, on va dire, pratiques. Donc n'hésitez pas à le tester. Il faut avoir un certain niveau, bien sûr, hein, pour pouvoir être à l'aise avec un logiciel de cette envergure. Alors, premièrement, on va créer un objet. Allez, hop, je vais me mettre ici et je vais essayer de vous créer, par exemple, une boîte. Donc on a trois vues, on a vue de dessous par exemple, de face, de gauche, et là on a une perspective. Bien sûr on peut modifier ces vues. Donc je me place dans la vue de dessus et je vais dessiner ma boîte. Voilà, vous voyez, hop, et je dessine ma boîte. Alors cette boîte, elle a certaines particularités, on va voir. Hop, je vais prendre l'outil sélection, je vais agrandir cette image là pour que vous puissiez voir. Ensuite on va travailler dedans. Alors vous voyez bien cet objet là, il est composé comme on a vu tout à l'heure de points, d'arêtes et puis de surface pour construire tout ce volume là. Bon là à mon avis je pense qu'il y a trop d'arêtes, je vais essayer d'en diminuer un petit peu et tout simplement je vais diminuer le nombre des arêtes. Voilà, et vous voyez que c'est très pratique. Allez, je vais faire 3 arêtes par côté. Comme ça, ça sera cohérent. Hop, 3, 3. Et ici, hop, 3. Voilà. Donc 3 arêtes dans chaque côté. Donc voilà, ça nous fait cet objet-là. Et cet objet-là, après, je peux le manipuler. Hein, hop, je peux le tourner. Hein, vous voyez très bien comment on peut faire. Ensuite, à travers ces objets simples, hein, on a la sphère, on a un tore, on a un cylindre, etc. On a des trucs simples. On crée des objets beaucoup plus compliqués et complexes. Je vais vous montrer. Alors, on va rajouter un modificateur, et ce modificateur, il va s'appeler éditer maillage.
Et éditer le maillage, vous voyez bien, ici, ça va nous permettre d'aller au niveau des sommets ou des points, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Regardez, je vais sélectionner un point. Voilà, vous voyez, j'ai sélectionné ce point. Je vais le monter ou le descendre ou le modifier. Vous voyez, j'interviens au niveau des points. Là, je vais annuler, hop. Je peux intervenir au niveau des arêtes. Et là, je vais choisir par exemple cette arête-là. Et elle se transforme en rouge là. Et je peux aller modifier cette arête. Voilà, vous voyez bien le travail que ça fait. Je peux prendre par exemple des surfaces aussi. Je peux sélectionner des surfaces. Hein, on va choisir par exemple cette surface-là. Allez hop, je choisis cette surface-là. Et là, je peux intervenir au niveau de cette surface-là. Et vous voyez bien que le travail, comment il est fait. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Après, je peux sélectionner par exemple la totalité de mon objet. Voilà. Et si je sélectionne là, vous voyez tout l'objet, il est sélectionné en rouge. Bon. Après, on peut par exemple faire des opérations sur certaines parties. Hein. Par exemple ici, je vais faire ce qu'on appelle une extrusion. Je vais extruder un petit peu cette partie-là. Et vous voyez, regardez, hop, voilà. J'arrive un peu à la sortir un petit peu. Je vais sélectionner celle-ci. Et je vais l'extruder un petit peu. Hop, voilà. Tac. Après, on a ce qu'on appelle les biseautages. Donc, on peut agrandir ou rapetisser la forme. Hein, si je choisis par exemple celui-là, je peux faire aussi, voilà, comme ça, hop, vous voyez bien comment les modifications que je peux faire. Et voilà, on va terminer par celui-là. Hop, je vais choisir cette partie-là, qu'on va faire une petite extrusion, voilà, hop. Et puis ici, bah là aussi, je peux par exemple modifier l'échelle de cet objet-là. Voilà, hop, comme ça. Ou je peux seulement le modifier dans un sens, hein, dans le sens X ou dans le sens Y. Hein, voilà, regardez, hop. Tac. Donc voilà, notre objet. Hein, notre objet, je l'ai un peu modifié. Et vous voyez bien qu'on a... Voilà, hop, notre objet qui a été modifié. Bon, on peut créer beaucoup de choses. Hein, on peut faire ce qu'on appelle les opérations booléennes, etc. On peut créer pas mal de choses. Alors, ensuite... Voilà, je vais générer un rendu rapidement pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, le rendu, il est sorti en quasi une seconde, même pas. Plus l'objet va être compliqué, plus la scène va être complexe, plus mon rendu va prendre du temps. Et si tout ce rendu-là va prendre beaucoup de temps, eh ben, mon jeu ne sera pas jouable. Donc, il faudrait insérer le minimum de sommets, hein, de points, d'arêtes et de surface pour que notre jeu soit plus facilement, on va dire, rendable sur l'écran. Alors, une fois qu'on a terminé ça, il faudrait qu'on rajoute une texture. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans l'éditeur des matériaux. On va choisir une texture au hasard. Allez, hop, je prends celle-ci. Hop, je la mets là. Tac, je vais fermer. Et je vais faire un rendu, hop, pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez à peu près ce qui sort à l'écran. Bon, après, la texture, on peut la modifier aussi. Hein. Il y a des modificateurs pour cette texture, c'est pas ça le but. Alors, vous voyez bien que cet objet, voilà, il contient, on va faire un clic droit pour voir ses propriétés. Donc, hop, je vais aller dans les propriétés de l'objet. Et vous voyez bien, cet objet est constitué de 68 sommets et de 132 faces. Hein, donc voilà, déjà ça va. Maintenant, je veux le rendre plus lisse. Admettons que cet objet, je veux le rendre un peu plus lisse. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, toujours en sélectionnant l'objet,
je vais aller choisir un autre modificateur qui s'appelle lissage du maillage. Alors, lissage, maillage. Et vous voyez, voilà, par exemple, là, hop, j'ai fait un petit lissage pour vous montrer, par exemple, voilà, on peut faire, par exemple, simuler que c'est des pierres ou que c'est, je sais pas moi, un tabouret ou je sais ce que vous voulez, ou une plage, ce que vous voulez, une montagne, ce que vous voulez, faites, vous travaillez, c'est vous qui faites l'objet. Et vous voyez bien que notre objet, voilà, il est quand même pas très net, pas très propre. Pourquoi? Parce que vous voyez que ici, on voit les coupures nettes des arêtes. Donc on peut remédier à ça. Comment on peut remédier à ça? Eh bien, toujours en rajoutant dans ce modificateur lissage du maillage, en augmentant le lissage. Et là, hop, vous voyez que voilà, notre lissage, il est beaucoup plus net et notre objet est beaucoup plus propre. Et voilà, donc on peut créer des objets comme ça. Voilà, hop. Et je vais vous faire un petit rendu pour que vous puissiez voir. Alors, on va prendre un rendu, hop. Et je vais créer un rendu, hop. Voilà. Et vous voyez ce rendu. Alors, maintenant, l'animation. On va essayer d'animer celui-là. Donc, l'animation sur Studio Max, 3D Studio Max, elle est super simple à faire. Voilà. Donc, il suffit tout simplement d'aller, on va dire, sélectionner l'objet, par exemple, et de cliquer sur la clé auto, ici. Vous avez clé auto. Voilà, il va vous générer une clé automatiquement. Il suffit simplement que j'avance dans les images. Allez, je vais me mettre par exemple à 15 ou 16 images. Et je vais faire bouger un petit peu mon objet, par exemple, comme ça. Voilà. Et vous voyez bien que mon objet arrive à bouger tout seul quand j'avance dans le temps. Voilà. Et je vais aller par exemple ici. Et je vais le ramener à sa position initiale. Hop, voilà, là où il était, par exemple. Voilà. Et là, après, quand on joue l'animation, tac, vous allez voir que notre objet, il bouge. Bien sûr, on peut animer des personnages, on peut animer des choses, beaucoup de choses. Là, c'est juste pour vous montrer à peu près ce qui se passe. Après, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, bien sûr qu'on peut faire, après on peut faire des univers, on peut faire tout un niveau sur 3D Studio Max, Maya ou les autres logiciels. Le but c'est juste de créer quelque chose, de créer un objet et après de l'utiliser dans notre jeu. Alors là c'était 3ds Max. Donc si vous voulez, je vous ferai, là c'était juste une présentation très rapide pour vous montrer un peu que voilà comment on crée des objets, etc. 3D. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo consacrée à 3ds Max où on fera un exercice voilà, de A à Z, où on créera quelque chose de bien. Voilà. Alors, maintenant qu'on a créé ou qu'on sait comment créer nos objets, il faudrait les intégrer dans ce qu'on appelle un moteur de jeu. Et comme je vous ai dit, on va utiliser pour cette démonstration, on va utiliser le moteur Unity. Le lien pour télécharger Unity sera dans la page de l'article du site. Donc si vous êtes sur YouTube, allez dans le descriptif de la vidéo, vous allez avoir le lien pour aller directement à la page, et puis là, vous pouvez le lien pour télécharger Unity. Bien sûr, il faut juste vous enregistrer, vous choisissez la version gratuite, il y a moins de fonctionnalités, mais pour un débutant, c'est largement suffisant pour tâter un peu cet univers. Et sans plus tarder, je lance le moteur de jeu. Et voilà à quoi ça ressemble un moteur de jeu. Bien sûr, c'est qu'un parmi tant d'autres, donc vous pouvez y aller sur Internet pour retrouver
d'autres moteurs. Je sais qu'il y a certains moteurs où ils proposent des versions gratuites ou à essayer. N'hésitez pas à aller, si vous avez de la place sur votre ordinateur et que vous aimez ça. Il faut s'y connaître en programmation, bien sûr, hein, sinon ça sert à rien. Voilà, vous pouvez juste placer des décors, mais vous pouvez pas faire un jeu comme il faut. Alors, ici, dans l'exemple qu'on a au milieu, je vous rassure, c'est pas moi qui ai créé ça, c'est le modèle qui est par défaut, hein, c'est un fichier qui est par défaut avec Unity quand vous le téléchargez. Ils vous mettent un exemple et qui est jouable, bien sûr. Ah, regardez ce jeu, je vais le lancer, on peut le lancer en temps réel. Je vais le lancer et hop, et vous voyez ce jeu-là. Voilà, on entend la pluie qui tombe. Voilà, on peut tirer. On peut se déplacer dans cette carte, voilà, et il y a des objets, il y a des lumières, il y a une interaction entre certaines choses. Voilà, donc c'est un jeu que vous pouvez modifier à souhait, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'arrête, voilà, hop, je vais retourner voilà, en mode création, et là vous voyez notre personnage qui est au milieu là. Je vais choisir, je vais cliquer dessus. Voilà, et quand je clique dessus, dans l'inspecteur ici, vous voyez toutes les propriétés qu'il y a dedans. Hein, vous voyez que ce personnage, il est composé d'objets, bien sûr. Hein, il est composé d'objets qu'on a créés, comme par exemple comme dans Studio Max, etc. Et il est composé aussi de scripts. Les scripts, c'est ces bouts de logiciels qui font que comment la caméra va le suivre, comment lui il va marcher, quel mouvement, etc. il va faire. Tous ces là, on peut les voir, on peut les éditer. Par exemple ici, le mouvement, on va voir le script du mouvement. Je double-clique, j'ai un autre composant du moteur Unity qui va s'ouvrir. C'est ce composant qui va me permettre de regarder et d'éditer le script. En général, c'est ça se rapproche à du C, C++, voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Donc voilà, vous voyez bien, voilà, on a ce script-là, et par exemple, qui va gérer le mouvement de telle ou telle chose, quels sont les paramètres, etc., les variables, voilà, les conditions, voilà. Bon, c'est de la programmation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sauf que, voilà, on peut, à l'aide d'un petit script comme ça, gérer un personnage, ou gérer une caméra, ou gérer une ouverture de porte, ou gérer ce qu'on veut. Voilà, mais il faut s'y connaître. Hop, je ferme ça. Vous voyez ici, vous avez des lumières qui sont insérées. Hein. Vous avez une lumière qui est ici, une lumière qui est ici. On peut modifier ces lumières, on peut les insérer, on peut faire pas mal de choses dessus. Vous avez aussi du son. Hein, par exemple, quand il va marcher, eh ben, il y aura un son qui va être joué ici. Hein. Il y a plusieurs sons. Et là, je vais vous montrer, je vais dézoomer dans la carte. Et vous voyez, regardez, tout le niveau, il est là. Vous voyez le niveau, hop, voilà, il est là. Et on peut aller, par exemple, à d'autres endroits. Hein, vous voyez que ce niveau, il est quand même assez grand, assez vaste. Là, et avec les lumières, avec les objets qui ont été placés, avec les sons, avec les robots qui vont attaquer, avec tout le nécessaire. Des éléments où il y a une fumée qui va sortir. Là, on a vu qu'il y avait la pluie. Voilà, regardez les travails sur les textures. Voilà, tout ça. Hein, si je sélectionne un objet, voilà. Vous voyez bien ici quelle est la texture qui a été sélectionnée, etc. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. Là, c'est tous les matériaux qui sont utilisés dans ce jeu-là. Donc voilà, vous voyez que c'est pas seulement un travail de programmation, il y a tout un mélange de style, il y a des métiers d'artistes, il y a des métiers de concepteurs, il y a des gens qui font juste le labyrinthe, là, le jeu, les niveaux, pour que ce soit intelligent, pour que ce soit fun, etc. Voilà. Et l'avantage, c'est que, regardez, quand je lance ici, ben, j'ai quasiment en temps réel, quand je bouge mon personnage, il tourne en temps réel, et l'animation, voilà, se passe en temps réel, et mon personnage déambule en temps réel dans le jeu. Voilà, on a les portes qui s'ouvrent, voilà. Là, on rentre à l'intérieur, vous voyez l'ambiance sonore qui a changé.
parce qu'on a inséré un autre son à l'intérieur. Voilà. Ok. Bon. Hop. On va essayer de mettre quand même insérer quelque chose là-dedans pour voir comment on peut faire. Qu'est-ce que... Voilà. Hop. Donc, on va aller dans les objets. On va créer un objet. Et on va, par exemple, créer une sphère. Allez, hop. Je vais créer une sphère. Et voilà ma sphère qui est là. Et avec l'inspecteur, je peux modifier sa position, sa taille, sa texture, etc. On peut lui donner plusieurs aspects à cette boule-là. Je sais pas, je vais tester quelques... Voilà, je lui ai donné cet aspect-là. Et hop, je vais lancer mon jeu pour voir. Voilà, et vous voyez ma boule, elle est là, elle est suspendue. Elle est suspendue, mon personnage, il passe en dessous. Voilà. Hop. Elle n'interagit pas, mais moi j'ai envie que cette boule soit comme un ballon, qu'elle interagit avec les lois de la physique. Et ben c'est très simple, je vais revenir dans mon jeu, dans mon éditeur, pardon, je sélectionne ma boule, et là je vais lui rajouter un comportement, et on va lui ajouter un comportement physique, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on intègre la physique. Et voilà, constante force, bah voilà, on va lui intégrer une gravitation. Voilà, boum. Je lance mon jeu, paf. Et là, vous voyez que la boule, hop, elle est tombée sur le sol. Attendez, on va tuer celui-là. Il commence à m'agacer, à chaque fois il revient. Et vous voyez, voilà, par exemple, quand je bouge, eh ben, je fais bouger cette boule avec moi. Elle subit les forces de la gravité. Voilà, quand je tire, hop, je peux l'envoyer de l'autre côté, etc. Voilà, on va tirer sur ce petit robot-là. Avant qu'il explose sur nous. Et voilà, je recherche ma boule, je sais pas où elle est. Où elle est partie ma boule? J'en ai aucune idée. Voilà, rechercher. Ouais, je crois qu'elle est tombée. Bon, bref, c'est pas grave. Je reviens. Et comme j'ai créé une boule, eh ben, je peux créer autre chose. Hein. Je peux la faire poser par terre, je peux lui modifier sa taille, etc. Ou je peux quasiment intégrer l'objet que j'ai pris tout à l'heure. Il suffit tout simplement que je le mette dans le répertoire du jeu, du projet dans le moteur, et il apparaîtra là. Et puis après, je pourrai faire ce que je veux avec. Et là, vous voyez la caméra, hein, vous voyez la caméra qui nous filme d'en haut. Hein, regardez l'image qu'elle va donner cette caméra, donc, et qui va suivre ce bonhomme. Voilà, c'était juste pour vous montrer très rapidement un moteur de jeu, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Donc on a des objets qu'on peut bouger, hein, qu'on peut faire interagir, qu'on peut, etc., agrandir, rapetissir, et puis il faut beaucoup de programmation. La programmation, c'est elle qui va permettre de, par exemple, générer tous ces actions, toutes ces choses qui vont s'ouvrir, se fermer, toute cette logique qui suit derrière. Voilà. Après, une fois qu'on aura terminé, on peut exporter ce jeu-là dans le format qu'on veut, sur la plateforme qu'on veut, et après il suffit tout simplement de le copier sur cette plateforme, hein, et puis de pouvoir le lire ou jouer à ce jeu-là. Et voilà, voilà le jeu, ce qui donne. Voilà, grandeur nature, hop, j'ai ma boule, j'ai les objets que j'ai déplacés, hop, voilà, et je peux continuer mon jeu tranquillement. Vous voyez le personnage, comment il bouge. Et je vais rencontrer un gros méchant. Voilà. Assez joué. On va revenir à notre leçon.
Et là, on a vu comment les logiciels de modélisation nous permettent de créer des objets et les moteurs de jeu nous permettent d'intégrer tous ces objets-là dans un univers et de lancer une simulation et de chercher à améliorer, à perfectionner notre jeu petit à petit. Alors on va continuer, tout ça c'était un prélude pour rentrer et aborder un petit peu le thème principal de cette vidéo qui est la carte graphique. Alors, la carte graphique. On va commencer petit à petit, concentrez-vous, et c'est très facile, vous allez voir, c'est très simple. Mais on va le simplifier, hein, parce que c'est plus compliqué qu'il y paraît. Alors, la carte graphique, on a dit que c'était comme un ordinateur qui était composé d'un processeur et d'une RAM. Donc, dans la carte graphique, on a un processeur aussi qui va gérer les traitements. Et ce processeur, puisqu'il est dédié au calcul graphique, donc on va l'appeler GPU, le G pour graphique. Hein. Et on va voir de quoi il est composé ce GPU. Chaque puce a ses propres spécificités. Hein. Donc ça s'améliore de génération en génération. C'est comme les processeurs pour les ordinateurs. On rajoute de plus en plus de choses. Donc maintenant, les cartes graphiques arrivent à faire même d'autres calculs autres que les calculs graphiques. Alors, on va commencer par la chose la plus importante, c'est le processeur de flux, ce qu'on appelle le processeur de flux. C'est ce qui va gérer les éléments géométriques. C'est ça qui va faire les rendus, les calculs, voilà. Donc en général, c'est la partie la plus importante qui va consommer le plus de ressources, qui va nécessiter, on va dire, le plus de place, le plus de temps à fabriquer dans le GPU, c'est le processus de flux. Ensuite, on a l'unité de texture. L'unité de texture, comme son nom l'indique, c'est elle qui va gérer les pixels pour mettre toutes ces photos, ces textures, pour les plaquer, etc. Donc, ce sera aussi une partie de ce GPU qui va s'occuper à faire ça. Et vous voyez bien hein, que ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les éléments géométriques, les éléments graphiques et tout, d'où l'intérêt de les maîtriser, hein, parce qu'après, dans la carte graphique, c'est elle qui va les gérer, et s'ils sont bien maîtrisés, bien gérés, le GPU n'aura pas de problème à les faire tourner d'une manière fluide et facile, relativement. Ensuite, on a l'unité d'amélioration. Bon, je lui donnais un nom un peu barbare comme ça. Bah, on va dire, c'est une partie de ce GPU qui va passer par derrière pour colmater toutes les brèches, mettre un coup de peinture, rafraîchir le tout, embellir le tout, pour que tout soit joli et cohérent. Entre autres, elle va s'occuper de l'anti-aliasing. L'aliasing, c'est, vous voyez, je vous ai montré, j'ai mis un exemple ici. On voit entre une ligne qui est aliasée ici et l'autre qui ne l'est pas. Donc souvent dans les jeux, vous voyez, quand vous voyez les lignes droites ou des choses un peu longues comme ça, vous voyez une espèce d'escalier qui est dessiné, ou une roue qui n'est pas parfaitement ronde, ou une tête qui est un peu carrée, etc. Donc l'aliasing, tout ça, on peut l'améliorer, on peut l'enlever, on va dire, pour donner l'aspect plus léché, plus propre de nos rendus, de nos éléments géométriques. On a aussi le Z-buffer, c'est pour, on va dire, l'optimisation de notre scène. Tout ce qui est caché, par exemple ici vous avez le cube blanc qui cache une partie du jaune, donc on peut ne pas lancer le rendu de cette partie cachée. Tout ce qui est, tous les éléments cachés géométriques, que ce soit point, arête, surface, etc., on peut les exclure du calcul pour alléger notre scène. Ah, ça, c'est une manière de tricher qui est intelligente parce qu'on le voit pas. Tout ce qui est derrière la caméra, par exemple, ou caché par d'autres objets, ça sert à rien de le modéliser, de le rendre à l'écran parce qu'on le voit pas. Voilà. Ensuite, ça, c'est la partie GPU. Comme on l'a dit, dans un ordinateur, il y a un processeur et il y a aussi de la mémoire vive, de la RAM. C'est une mémoire qui va aider ce processeur à travailler
qui va lui donner ces informations et stocker les résultats après traitement. Et ben là, c'est la même chose. On a l'équivalent de la RAM. C'est la mémoire qui est embarquée dans la carte graphique. Et là, bien sûr, je parle des cartes graphiques, on va dire dédiées, hein, qui ne sont pas cartes graphiques séparées, qui ne sont pas intégrées dans les cartes mères. J'en toucherai un mot tout à l'heure. Alors cette mémoire, elle peut être de 512, d'1 giga, de 2 gigas, de 3, 4, etc. Mais j'allais dire, c'est pas très important. Bon, avant, je vous parlais des cartes graphiques, on disait, bah voilà, quand vous allez acheter une carte graphique, on vous dit, ouais, c'est 1 giga, c'est 2 gigas, etc. Mais à la limite, j'allais dire, la chose la plus importante dans la mémoire, c'est la génération de cette mémoire. Est-ce que c'est une GDDR2 ou 3 ou 4 ou 5 ? Il faut toujours privilégier la dernière génération qui est beaucoup plus rapide que la précédente. D'accord ? C'est pour ça, par exemple, vous avez 512 en GDDR, par exemple, 3 et 1 giga en GDDR2, eh ben, privilégiez la 512 en GDDR3. Parce qu'elle sera plus performante, elle sera plus rapide, malgré qu'il y ait plus de quantité de mémoire dans la GDDR2. Par exemple, hein, il faut privilégier, plus après le prix, c'est pas pareil, hein, si vous prenez une GDDR2 et 3, c'est pas le même prix, 4 encore plus, 5 encore plus, voilà, après c'est une histoire de budget, c'est une histoire de gamme, mais juste pour vous, pour savoir que ici, le plus important, c'est la génération. D'accord ? Vaut mieux avoir 1 giga en GDDR, par exemple 4, que avoir 2 gigas en GDDR2, par exemple. Voilà, il faut toujours privilégier la génération. Et dans les GPU, eh ben, on a en général la carte, on l'appelle on va dire, du nom du processeur graphique qui l'a fait animer. Donc, en général, on arrive à reconnaître relativement facilement quel est le processeur graphique. Maintenant, entre ces deux-là, entre le GPU et la mémoire, il faut qu'ils communiquent. Cette communication, elle va passer par le biais d'un pont. Ce pont, c'est ce qu'on appelle le bus mémoire. C'est le bus qui va interconnecter le GPU avec la mémoire. C'est ce qui va faire le tampon entre les deux. Alors là aussi, c'est très important. Pourquoi ? Parce que imaginez, vous avez un très bon GPU qui est très rapide, et imaginez, vous avez une très bonne mémoire qui a une grande capacité et puis qui est de récente génération, mais que le bus mémoire entre les deux soit étroit. Par exemple, 64 bits. Eh ben, là, il va y avoir un embouteillage dans les échanges, et malgré que les deux parties soient performantes, eh ben, la jonction entre les deux ne l'est pas, et ça handicape le tout. Donc, faites très attention quand vous achetez une carte graphique. Regardez bien le bus mémoire, il est à combien, hein, donc un bus de 128, c'est meilleur que 64. Bon, 64 en général maintenant, c'est plus, c'est que dans les cartes intégrées et même encore moins. Voilà, donc privilégiez un grand bus mémoire, surtout quand vous montez dans des cartes haut de gamme. Hein, il faut voir, des fois on a la même carte, sauf que le bus mémoire a changé et ça diminue relativement beaucoup les performances de notre carte graphique. Alors, donc ensuite, on a autre chose, on a un autre bus dans cette carte graphique, c'est ce qu'on appelle le bus graphique. C'est le lien entre la carte graphique et la carte mère. Hein, c'est la jonction, comme on a ici le bus qui va assurer l'échange ici. On a un bus qui assure l'échange avec toute la carte graphique et le reste de l'ordinateur ou la carte mère. En général, aujourd'hui, c'est du PCI Express x16. Donc, on a soit la version 3, version 2 ou version 1. Vous regardez le modèle de votre carte mère,
qu'est-ce qu'elles supportent. Et en général, elles sont compatibles en fait. En général, les versions 3, 2 et 1, elles sont compatibles. Mais il faut quand même regarder parce qu'il y a beaucoup de fabricants de cartes graphiques, il y a beaucoup de fabricants de cartes mères, et on n'est jamais à l'abri d'un problème d'incompatibilité entre les composants. Alors vous voyez bien, maintenant vous pouvez voir votre carte graphique. On connaît le nom du chipset, donc on va connaître sa vitesse, hein, qui est à tant de Hertz par seconde, de Hertz, c'est d'opérations par seconde, pardon. C'est l'équivalent du processeur comme pour l'ordinateur. Sa quantité de mémoire et sa qualité de mémoire, donc quelle génération. Son bus mémoire, voilà. Et puis le bus de connexion normal qui va assurer le transfert. Alors là, on a tous les éléments presque. Il nous manque un dernier élément qui est l'alimentation électrique. Et là, faites très attention. Quand vous achetez une carte graphique, surtout les cartes graphiques super musclées, elles ont besoin de beaucoup plus d'électricité que, on va dire, les cartes d'entrée de gamme ou de milieu de gamme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de ressources à l'intérieur et pour les faire fonctionner, il faut qu'il y ait assez de watts dans votre alimentation, dans l'alimentation de votre ordinateur. Si c'est, par exemple, vous avez une alimentation 400 watts et que votre carte graphique fonctionne avec 600 watts, eh ben, là, il y aura un problème. Votre carte graphique n'aura pas toute la puissance pour se déchaîner, pour donner son maximum. D'accord ? Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les cartes graphiques chauffent beaucoup, peuvent dépasser les 100 degrés. Hein. Mais bon, après, il faudrait un bon système de refroidissement. Faites attention quand vous achetez une carte graphique, il faudrait qu'elle soit refroidie d'une manière optimale. En général, les ventilateurs qu'on met dedans suffisent, mais il faut qu'il y ait assez de place dans votre unité centrale pour s'aérer, pour qu'elle ne touche pas d'autres composants, etc., pour qu'elle ne fasse pas une surchauffe à l'intérieur. Ou vous pouvez opter pour un système de refroidissement plus évolué, si vous avez les moyens et si vous avez les compétences, bien sûr. Voilà, ça, c'est les cartes graphiques pour les PC. Après, on a les cartes graphiques pour PC portable, pour ordinateur portable. Là, les choses vont se compliquer beaucoup. Pourquoi? Parce que dans un ordinateur portable, on a un espace très limité, très réduit. Les composants, tous, ils sont les uns sur les autres en sandwich. Donc, il faudrait qu'il y ait une étude préalable du chauffage, on va dire, ou du refroidissement, comme vous voulez, des composants. Et pour que ça fonctionne, en plus de la forme de la carte, parce que chaque ordinateur portable a des composants qui sont disposés d'une certaine manière, donc la carte épouse cette configuration. Et puis, il y a aussi des problèmes de driver, de pilote. Il faudrait que peut-être que la carte utilise tel ou tel pilote pour tel ou tel ordinateur portable. Ça, c'est une chose, mais si vous arrivez à changer une carte graphique dans un PC portable, c'est que vous avez de la chance, parce que c'est assez difficile, on va dire. Donc, il faudrait bien réfléchir avant de faire son achat. Je vais vous donner 2-3 consignes pour ça, pour ne pas se tromper. Alors, les appellations commerciales, elles sont identiques. On va vous dire tel machin carte et puis tel machin carte et on rajoute un petit thème à côté pour Mobility, la version mobile ou la version portable, voilà de la chose. Et dans le commun des mortels, les deux cartes graphiques se valent et elles ont les mêmes, on va dire, performances. Alors que c'est faux. En général, et presque dans tous les cas, les performances de la même carte, même si elle porte le même nom, même si elle a les mêmes caractéristiques sur le papier, ne sont pas égales. Vous voyez déjà, rien que la forme de celle-ci, c'est quasiment un boîtier dans le boîtier. Et là, voilà, c'est juste un petit composant qui va s'adapter, qui va rentrer dans un portable. Et en général, les performances sont beaucoup moins que celles du PC de bureau. D'accord ?
Bon, ça peut être 50, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend des modèles, mais en général, on va dire on table sur la moitié. Voilà. Alors, c'est pour ça que souvent, moi je vous conseille pour les gamers d'acheter un PC de bureau. Pourquoi? Parce que à budget égal, vous aurez beaucoup plus, des performances beaucoup plus, on va dire, importantes que sur un PC portable. Sur un PC portable, si vous voulez avoir la dernière carte graphique à la mode avec une configuration, on va dire, qui va faire fonctionner tous les jeux bien comme il faut, etc., les derniers jeux, les bien musclés, vous allez en avoir pour 4 000, 5 000 euros. Alors, pour la même, on va dire, les mêmes performances, sur un PC de bureau, pour 1 500 euros, vous pouvez avoir les mêmes performances. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, pour nous aider à choisir, comment on peut faire? Il y a des sites qui peuvent nous aider à faire ça. Et moi, ce que je vous recommande le site Netbook Check. Ce site-là, je vais vous montrer juste là tout de suite après. Il va nous aider à choisir entre les différentes cartes graphiques, que ce soit pour les PC de bureau ou pour les PC portables. Hein? Je vais mettre les liens aussi. Le lien sera sur la page du site. Donc vous allez vous cliquer dessus et ça va vous ramener directement sur le site là avec la page qu'il faut. Alors, je vais lancer le site. Alors voilà. Vous voyez, on est sur le site netbookcheck, donc .net. Et là, ils nous ont testé pas mal de cartes graphiques. Donc vous avez ici les noms des cartes graphiques, voilà, des plus performantes jusqu'aux plus anciennes, hein, des plus récentes jusqu'aux plus anciennes, voilà. Et sur les jeux, on a là Far Cry, Assassin's Creed, Hitman, Call of Duty, Need for Speed, etc. On a plein de jeux et le site, il est vraiment vachement complet. Hein, regardez, moi j'ai un grand écran, j'ai 27 pouces et quand même, vous voyez que voilà, la liste, elle est longue hein, dans le sens horizontal et puis pour les cartes graphiques dans le sens vertical. Voilà. Après, on a en bas ici, on a une petite légende pour interpréter. Hein, quand on voit rouge jusqu'au jaune, vert, etc. C'est pour dire les performances du jeu de cette carte graphique dans ce jeu-là. Voilà. Donc là, c'est 30, par exemple, 30 images par seconde, etc. Voilà. Bon. Hop, je remonte là-haut. Et là, on peut choisir voir les GPU pour les PC portables ou seulement les PC de bureau. Par exemple, si je veux juste les cartes graphiques pour les PC de bureau, je clique ici et je fais, voilà, je appuie sur restreindre ici, hop, voilà. Et vous voyez, ici, j'ai que les cartes graphiques concernant les PC de bureau. Et vous voyez là, voilà, donc par exemple sur Hitman, par exemple, la GeForce GTX 680, eh ben, en mode bas, elle affiche, c'est-à-dire 1024 par 768 pixels, elle affiche 73 images par seconde, donc c'est super. Voilà, dans le mode ultra, c'est-à-dire la plus grande résolution du jeu, voilà, on arrive à afficher 37 images par seconde. Donc voilà, ça, plus il y a d'images par seconde sur un jeu, plus il sera fluide. D'accord? C'est sur Far Cry 3 par exemple. Vous voyez là, on atteint des chiffres qui sont très bien. Voilà, hop, sur Call of Duty, regardez, ça a été super optimisé. En mode ultra, on a 109 images hein, sur la GTX 680. Donc voilà, ça dépend du jeu, ça dépend de la carte graphique, ça dépend de la configuration. Ça va vous permettre de voir, si vous avez une carte graphique, de voir où est-ce qu'elle se situe, est-ce que vous pouvez faire fonctionner tel ou tel jeu dessus. Sur les cartes d'ordinateur de bureau, c'est relativement facile. Mais sur les cartes des netbooks ou des portables, c'est là où ça devient le plus difficile. Voilà, on va attendre que le site va... Hop, je vais lancer la recherche. OK.
Et voilà, c'est les versions mobiles. Voilà, vous voyez bien ici la GeForce GTX, la 680M en SLI, c'est-à-dire une double. Regardez les performances qu'elle a. Et on voit bien qu'elle a de très grandes performances. Mais il a fallu mettre 2 cartes graphiques en mode SLI pour avoir les mêmes que... voilà, je vais afficher les deux, comme ça on peut comparer. Et voilà, par exemple, là on va comparer, par exemple, entre la Nvidia GeForce GTX 680M, le modèle mobile sur les ordinateurs mobiles, les ordinateurs portables, pardon, avec en mode SLI, c'est-à-dire une double carte graphique ensemble, et la même carte graphique toute seule sur PC. Et vous voyez, par exemple, sur Call of Duty Black Ops 2, que voilà, il fallait doubler, hein, pour la carte graphique, il fallait la mettre en mode SLI, c'est-à-dire doubler, pour avoir les mêmes performances, ou presque, que la carte toute simple sur un PC. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer ce site qui est super bien fait, super intéressant pour les gens qui souhaitent par exemple voir leur carte graphique, si elle fait marcher tel ou tel jeu sur un PC ou portable. Donc voilà, on a fait un peu le tour des cartes graphiques, des jeux en 3D, de leur univers, des moteurs de jeu, des logiciels de modélisation et d'animation 3D. Et puis on a parlé un peu des cartes graphiques sur PC et sur portable. J'espère que cette leçon vous a plu. Si vous voulez réagir, laissez vos commentaires. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site pro-souris.fr pour voir les liens, tous les liens de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis je vais vous mettre aussi le PDF de cette leçon. Comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Merci et bonne fin d'année.